Nous allons aborder ensemble les plexopathies. Alors, les plexopathies, comme prérequis, nous vous conseillons de suivre d'abord l'examen neurologique périphérique. Il faudra le mettre en lien avec les autres capsules qui ont les mêmes thématiques ou qui pourront alimenter votre réflexion sur le sujet. L'objectif sera de maîtriser les connaissances au sujet des plexopathies et la sémiologie correspondante pour être le plus efficace possible lors de la réalisation de votre diagnostic d'opportunité. Les plexopathies. Alors tout d'abord, nous allons aborder quelques généralités. Il faut savoir que le plexus est un lieu de passage entre les racines et les troncs nerveux. Le plexus constitue un système d'anastomose qui redistribue les contingents de fibres issus des racines voisines. Le plexus cervical correspond aux racines de C1 à C4. Le nerf phrénique, C3-C4, est un nerf moteur du diaphragme qui peut être atteint par des lésions de nature compressive, traumatique ou infiltrative. On assiste alors à une paralysie de l'hémidiaphragme qui est surélevé et immobile. Le plexus brachial, donc là on parlera des racines de C5 jusqu'à D1. Un mécanisme traumatique est souvent en cause par élongation portant la tête et le cou latéralement ou l'épaule et le bras vers le bas. Pensez aux positions maintenues en anesthésie ou au port maintenu de charges lourdes sur l'épaule. On peut avoir une atteinte du plexus brachial par infiltration néoplasique d'un cancer du sein. L'infiltration du plexus par un cancer de l'apex du poumon donne le syndrome dit de Pancoast-Tobias, névralgie cervico-brachiale de C8 et T1, souvent associé à un syndrome de Claude Bernard-Horner. On peut avoir un mécanisme compressif dans le cadre d'un syndrome de défilé d'escalène. On aura une compression du plexus brachial inférieur C8-T1 et éventuellement de l'artère sous-clavière par une côte cervicale ou une apophysomégalie de l'apophyse transverse de C7. On assiste dans ce cas à des signes neurologiques. On va avoir une hypoesthésie, des paresthésies, un déficit moteur et une amyotrophie. Mais aussi on aura des signes vasculaires, avec un syndrome de Raynaud et une abolition du pouls radial. La névralgie amyotrophique de la ceinture scapulaire, syndrome de Parsonage-Turner, aussi appelée neuropathie aiguë du plexus brachial ou névralgie amyotrophique de la ceinture scapulaire, débute par des douleurs intenses de la région de l'épaule, s'étendant au membre supérieur. Quand les douleurs s'atténuent, apparaissent donc à ce moment-là un déficit moteur, puis une amyotrophie, pouvant intéresser les muscles sus-épineux et sous-épineux, le grand dentelé, le deltoïde et parfois le biceps ou le triceps. Cette affection survient souvent comme une affection secondaire après une maladie infectieuse, une agression toxique ou une vaccination. Pour ces raisons, l'intervention d'un mécanisme immunoallergique est généralement admise. Le plexus lombosacré. Alors il comprend le plexus lombaire de L1 à L4 et le plexus sacré de L5 à S4. Les branches collatérales courtes du plexus lombosacré sont les nerfs du psoas et de l'iliaque L2, L3 pour la flexion de la cuisse, les nerfs ilio-hypogastriques et ilio-inguinal L1 dont l'atteinte se traduit par des douleurs et une hypoesthésie intéressant les organes génitaux externes et la face interne de la cuisse, le nerf génitofémoral L2 qui énerve le crémaster, qui permet le réflexe crémastérien, qui va énerver donc la peau du scrotum et la partie antéro-supérieure et interne de la cuisse. Ensuite, on aura aussi le nerf fessier inférieur, le nerf fessier supérieur et le nerf honteux interne. Le plexus lombosacré peut être atteint par des infiltrations néoplasiques, par de l'endométriose, des hémorragies et des abcès rétropéritonéaux.